Hordes barbares chevauchant depuis les confins de l'Asie centrale. Navigateurs vikings remontant le cours des fleuves. Tous les peuples fondateurs de la Russie ont été éblouis par la beauté de la nature. Le long des fleuves, ils ont bâti des cités, des monastères et des églises aux coupoles colorées. Depuis Moscou, leur capitale, les tsars ont repoussé toujours plus loin les frontières de leur empire. Un empire cerné au nord par les glaces de l'océan Arctique, à l'est par la Sibérie, gigantesque et glaciale, au sud par le redoutable désert de Gobi et les sommets infranchissables de l'Himalaya. Pierre le Grand et un peu plus tard Catherine II ont donc tourné leur regard vers l'ouest en direction de la mer Baltique et de la mer Noire pour offrir à leur empire des portes sur le monde. Dans cette histoire, les fleuves, notamment la Volga, ont joué un rôle essentiel. Durant 2 siècles et demi, de Pierre le Grand, le tsar de toutes les Russies, à Joseph Staline, le maître de l'Union soviétique, des centaines de milliers de travailleurs, prisonniers pour la plupart, ont élevé des barrages, construit des écluses, percé des canaux et creusé des lacs gigantesques. Les fleuves et les rivières sont progressivement devenus des autoroutes aquatiques, reliant entre elles toutes les mers ouvertes de la Russie. Le tronçon le plus spectaculaire et le plus symbolique est sans doute celui qui permet aujourd'hui de relier Moscou à Saint-Pétersbourg. À bord de notre long bateau blanc, le Tchaïkovski, nous allons pénétrer au cœur de la Russie éternelle en suivant le cours de la Volga, la voie des tsars. C'est dimanche. Mais un dimanche de printemps. Moscou a retrouvé des couleurs. Le retour du soleil n'illumine pas seulement les toits de la ville, il offre aux habitants comme une nouvelle vie. C'est la saison où dans les parcs, les mariés poussent comme des fleurs. Maintenant, c'est officiel. Avec les alliances, on est vraiment mariés. Il y a peu de jolis endroits comme celui-là à Moscou. Il y a l'université, l'Institut central, le Mont aux honneurs, la place rouge. On choisit les endroits les plus proches et les plus jolis. Nous quittons la colline des Moineaux que domine l'imposante université Lomonosov pour le couvent de Novodevitchi. Construit au XVIIe siècle, le plus célèbre des monastères de Moscou est entouré d'un parc magnifique. C'est là que nous retrouvons Irina, notre guide. Nous aimons beaucoup la nature, les parcs, les arbres. C'est sans doute à cause du climat. À Moscou, l'hiver dure très longtemps. Alors quand arrive l'été, nous prenons du plaisir à retrouver un environnement agréable. La plupart des villes russes sont très étendues et laissent une large place à la nature et aux parcs. Au cours de son histoire, Moscou s'est transformée. L'architecture que l'on y découvre témoigne des différentes périodes. La ville a conservé les traces de toutes ces époques. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup et partout, mais au centre-ville sont réunis des bâtiments allant du XVIe au XIXe siècle. On conserve ce patrimoine avec beaucoup de soin. C'est peut-être ça le style moscovite, une sorte de mélange de style et d'époque. La ville que l'on découvre aujourd'hui est donc le fruit d'une longue histoire. Les 7 gratte-ciels de Moscou ont été construits dans les années 1950 à la demande de Staline. Décriés à l'origine pour la lourdeur de leur style, ces gratte-ciels sont aujourd'hui devenus des symboles de la ville. Autre fierté de l'époque soviétique, le métro. Certaines stations construites après la Seconde Guerre mondiale devaient pouvoir servir d'abri anti-atomique. Au terme d'une descente impressionnante de 80 mètres, nous arrivons à Komsomolskaya. Les 8 à 9 millions de moscovites qui empruntent le métro chaque jour ne prennent plus le temps d'admirer cet incroyable décor.
Lustres gigantesques, moulures en stuc, mosaïques représentant les grandes figures de l'histoire russe, cette station, ouverte en 1952, illustre l'ambition de Staline qui voulait faire du métro de Moscou un palais pour le peuple. Moscou compte près de 12 millions d'habitants. À sa naissance, il y a plus de 8 siècles, ce n'était qu'un village entouré d'un Kremlin, une fortification en bois. Pour conforter sa position de métropole commerciale, la ville se dote d'une solide enceinte de pierre. Au XVe et XVIe siècle, Moscou se couvre de palais et d'églises, dont la célèbre cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, construite à la demande du tsar Ivan le Terrible pour célébrer ses victoires sur les Tatars de la Horde d'Or. Le Kremlin évoque pour beaucoup le siège du pouvoir politique russe. On en parle comme de la Maison-Blanche ou de l'Élysée. Il est pourtant bien plus que cela. Avec ses palais et ses cathédrales, c'est le cœur historique de la cité. Au cœur de ce musée à ciel ouvert consacré à l'architecture religieuse russe, se dresse la cathédrale de l'Annonciation, avec ses 9 coupoles d'or. Construite par un architecte italien au milieu du XVe siècle, la cathédrale de la Dormition se distingue par ses belles proportions. C'est dans cette église que se déroulait le couronnement des tsars et les cérémonies d'intronisation des patriarches de l'Église orthodoxe russe. Le Kremlin est désormais offert à la curiosité des touristes. S'ils reviennent parfois hanter leur ancien domaine, les fantômes de Staline et d'Ivan le Terrible ne doivent pas vraiment apprécier. Et pourtant, le Kremlin n'a rien perdu de son prestige. Nous faisons notre service militaire au Kremlin de Moscou. Nous sommes contents parce que c'est un honneur. D'une certaine façon, nous représentons le pays. Notre régiment est le symbole des forces armées de Russie. En portant cet uniforme, cela nous oblige à avoir le sens des responsabilités. C'est très agréable de se sentir investi de cette responsabilité. Quittant le Kremlin pour rejoindre notre bateau, nous apercevons en chemin la gigantesque statue que de nombreux moscovites surnomment le monstre de Moscou. Elle est censée représenter Pierre le Grand, mais on raconte qu'il s'agirait en fait de Christophe Colomb. Le sculpteur n'ayant pas trouvé preneur, il aurait remplacé la tête de Colomb par celle de Pierre le Grand. Dans une semaine, nous serons à Saint-Pétersbourg. Il sera temps alors d'évoquer plus sérieusement l'histoire du grand tsar. Nous nous éloignons lentement de Moscou et commençons notre voyage sur le grand canal reliant Moscou à la Volga en direction d'Ouglitch, notre première escale.
Les rumeurs de la ville s'évanouissent. Nous avançons désormais sur la Volga au milieu d'une nature apaisée. Ici ou là, des pontons, des pêcheurs témoignent de la proximité de villages vivant en harmonie avec le fleuve. L'impression de calme et de sérénité que dégage ce paysage ne doit pas faire oublier les attaques dont il a été l'objet au cours du XXe siècle. Le clocher qui émerge à la surface de l'eau appartenait autrefois à la cathédrale Saint-Nicolas de Kaliazine. Elle se trouvait sur la place du marché. C'est tout ce qui reste du village, englouti par les eaux lors de l'entrée en service en 1940 du barrage d'Uglitch. Avant d'atteindre Saint-Pétersbourg, il nous faudra franchir 18 écluses. La plupart d'entre elles sont des étendards à la gloire de la puissance soviétique. C'est donc en passant sous un arc de triomphe construit pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie que nous entrons dans l'écluse d'Uglitch. Après être descendu de quelques mètres, le Tchaïkovski peut reprendre sa route en direction d'Uglitch, dont nous apercevons déjà les bulbes des églises. Bien que sans charme particulier, cette petite ville des bords de la Volga est devenue en quelques années une escale incontournable pour les bateaux de croisière. Les premiers beaux jours marquent le retour des touristes. L'occasion pour Irina et Natalia, institutrices à la retraite, d'améliorer le quotidien. À la mort d'Ivan le Terrible en 1584, le pouvoir tombe entre les mains de son fils Féodore, un simple d'esprit. Le véritable successeur d'Ivan, c'est Dimitri, son plus jeune fils. Exilé à Uglitch en 1591, il y est assassiné dans des conditions mystérieuses, sur ordre probable de Boris Godounov qui convoitait le trône. Depuis, Uglitch est devenu un lieu de pèlerinage. Nous sommes ici sur le territoire du Kremlin d'Uglitch. Jadis, c'était une île. Ici, il y avait un fossé et il y avait également un Kremlin. C'est là que résidait le tsarevitch Dimitri. À l'origine, l'église était en bois. Pendant l'invasion polono-lituanienne, elle a été brûlée. Cette cathédrale a été érigée en 1706 et le premier office a eu lieu en 1713.
L'intérieur a été entièrement décoré de fresques murales réalisées par les artistes de l'atelier de Timothée Medvedev. La cathédrale de la Transfiguration possède une impressionnante iconostase à 7 registres de style baroque. Conçue pour protéger les prêtres célébrant la liturgie orthodoxe du regard des fidèles, la haute cloison de bois est décorée d'icônes. C'est sans doute parce que les murs des églises russes, longtemps construites en bois, ne permettaient pas l'utilisation de fresques comme à Byzance, qu'apparaissent les premières iconostases. Contrastant avec les ors de la cathédrale baroque, Saint Dimitri sur le sang versé, simple et harmonieuse, coiffée de bulbes étoilés, abrite le sanctuaire consacré au Tsarévitch. Nous quittons Ouglitch et poursuivons notre navigation sur la Volga en direction de Gorizia, notre prochaine escale. À bord du Tchaïkovski, c'est l'heure de la leçon de russe. Donc, je vous ai dit qu'on allait essayer d'écrire votre prénom, votre patronyme et votre nom de famille en russe. Bon, il y a d'abord les sons dans votre nom de famille qui sont le E et le U. Non seulement les lettres n'existent pas, mais les sons même n'existent pas en russe. Il n'est absolument pas possible d'écrire la plupart des mots russes en lettres latines. En donnant ses cours de russe, Tatiana ne se contente pas d'animer les après-midi de quelques passagers. Elle a la conviction qu'ainsi, ils comprendront un peu mieux ce pays qu'elle aime et qu'elle parcourt depuis de nombreuses années en qualité de guide. Autrefois, il fallait transborder les bateaux pour passer d'un fleuve à un autre. Naturellement, il y avait des endroits où l'on effectuait ce genre de manœuvre. Au travers de leurs noms, certaines villes en témoignent. Puis peu à peu, on décide d'améliorer les cours d'eau. Au XVIIIe siècle, Pierre le Grand, qui a beaucoup fait pour réformer la Russie, décide de créer de nouvelles voies d'eau et d'aménager le cours naturel des fleuves. Il modifie leur tracé, fait creuser des canaux afin d'éviter les opérations de transbordement des bateaux, pour réduire la durée des voyages. Au XVIIIe siècle, pour relier Moscou à Saint-Pétersbourg, il fallait environ 4 mois. Au cours du XIXe siècle, on a amélioré l'ensemble du réseau, mais le tracé actuel a pour l'essentiel été réalisé au XXe siècle. C'est ce tracé que nous empruntons aujourd'hui. Nous passons devant Rybinsk, la ville aux poissons, un petit port de pêche durant le Moyen-Âge. Pierre le Grand décide d'y construire l'une des écluses du système Marinskaya. Son ambition, réguler le cours de la Volga et de ses affluents afin d'améliorer le trafic commercial. Mais le résultat est insuffisant. Il faut encore très souvent aller les navires d'une écluse à l'autre et le voyage entre Rybinsk et Saint-Pétersbourg peut prendre jusqu'à 3 mois. Staline va accomplir le rêve de Pierre le Grand
avec la mise en œuvre de son plan Grande Volga. Mais à quel prix? Les travaux de construction de la retenue Rybinsk, dans laquelle nous pénétrons, ont été accomplis par des dizaines de milliers de prisonniers du goulag condamnés aux travaux forcés. Beaucoup sont morts et reposent peut-être au fond de cette véritable mer intérieure qui a englouti plus de 700 villages. Au matin, nous approchons du petit village de Goridzi. Pendant que les passagers se rendent au monastère de Kirillov, le principal centre d'intérêt de la région, nous décidons de rester à Goridzi. Le calme de ce village authentique aux maisons colorées est une invitation à la flânerie et peut-être aux rencontres. Anatoly est retraité. Durant toute sa vie, il a travaillé loin de chez lui, sur les chantiers ou dans les usines. Depuis qu'il est de retour au village, il cultive son potager. On cultive des pommes de terre, des carottes, des oignons, de l'ail. C'est pas grand-chose, c'est juste une petite exploitation privée. Seulement un potager. Oui, seulement un potager. Certains travaillent en ville à Kirillov. Les jeunes partent. Il n'y a rien à faire ici. Les anciens kolkhozes n'existent plus. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Il n'y a plus que les retraités qui habitent à la campagne. La plupart des jeunes font du commerce. Tout s'est effondré, il n'y a plus rien nulle part. C'est-à-dire? On a dit que les kolkhozes étaient plus rentables. Mais dans les kolkhozes, on produisait de tout. La viande, le lait. Mais maintenant, c'est plus rentable. Tout ça, c'est à cause de la perestroïka. À Kirillov, la vie semble s'être arrêtée au milieu des années 70. La perestroïka, maudite par Anatoly, a sans aucun doute changé la vie des gens, mais pas les repères et les habitudes. Lénine est fidèle au poste et les babouchkas portent toujours le foulard noué autour de la tête.
Également appelé Saint Cyril du lac Blanc, en référence à son inspirateur, un homme pieux qui mena une vie d'ascèse dans la région, le monastère de Kirillov voit le jour au XIVe siècle. Soutenu par les tsars, il devient rapidement très puissant. Ivan le Terrible décide de l'entourer de remparts pour assurer la protection des moines, mais également pour y envoyer en exil ses opposants. Au XVIIIe siècle, le monastère contrôlait plus de 400 villages et plus de 20 000 serfs. Pierre le Grand réduira progressivement son pouvoir et c'est finalement Catherine II qui, en 1764, va séculariser tous ses biens. On ne peut pas parler de changement dans l'utilisation du monastère. Déjà, à l'époque d'Ivan le Terrible, la peine encourue pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique, c'était la déportation de la capitale vers le nord. C'est l'une des régions où ils étaient exilés. Quand en 1924, l'endroit est devenu la prison de district, le monastère a définitivement fermé ses portes. Ici, comme dans tout le reste du pays, cette période a été extrêmement violente, sanglante même. Le dernier archimandrite a été fusillé. Et donc, le monastère a été transformé en musée. Ainsi, tous les bâtiments ont pu être conservés. Et en 1997, une partie du territoire a été rendue à l'Église orthodoxe russe. Et c'est ainsi que le monastère de la Dormition de Cyril du lac Blanc a pu ouvrir à nouveau. Quittant Gorizia, nous entamons une longue navigation qui va nous conduire au travers du lac Blanc et de l'immense lac Onega vers l'escale la plus au nord de notre voyage, Kiji, en Carélie. La silhouette de l'église de Krokino apparaît à l'horizon. Épave abandonnée sur le rivage, elle résiste aux assauts du temps et aux vagues du lac Blanc. Sur la carte, nous voyons le lac que nous traversons actuellement. Là, c'est la 5e bouée et là, la 4e. Entre les deux, il faut environ 2 heures de navigation. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les vastes étendues, les grands fleuves larges, profonds. J'aime la fraîcheur de l'air. Je ne cherchais pas spécialement à travailler sur la Volga. Je pourrais naviguer sur un autre fleuve comme le Don ou même sur la mer. Le plus important pour moi, c'est de naviguer. C'est le métier que j'ai choisi d'exercer. « 22h30. Nous naviguons entre les rives boisées de la rivière Kovja qui relie le lac Blanc au lac Onega. Nous sommes à la fin du mois de juin, l'époque des nuits blanches. Pendant de longues heures,
nous restons sur les ponts à observer le ciel, à guetter les ultimes lueurs de ce jour qui ne veut pas mourir. Au matin, nous approchons de l'île de Kiji, la perle de la Carélie. Nimbée de brume matinale, l'église de la Transfiguration est mystérieuse. Isolée au milieu du lac Onega, cette île peuplée par les Russes depuis le XIe siècle est devenue pour les croyants une sorte de refuge, de retraite au cœur de la nature. Il y a plusieurs raisons à ma venue ici. Tout d'abord, c'est pour la nature. Moi, je vis à Saint-Pétersbourg. Ici, je respire, je compare la qualité de l'air, et ici, il est vraiment très pur. Et c'est la même chose pour l'eau. Voilà, ce sont des raisons qui comptent beaucoup pour moi. Et puis, il y a d'autres raisons. Cet endroit est important pour nous, les vieux croyants. Avec le monastère Solovetsky, avant qu'il ne soit saccagé et transformé en goulag, cet endroit était sacré pour les Russes. C'est pour cela et pour la nature que je viens ici. L'île de Kiji fait partie de la Carélie, une vaste région boisée qui s'étend de la mer Baltique à la mer Blanche. Depuis l'époque médiévale, l'architecture en bois est l'un des éléments qui caractérisent la culture russe. C'est sans doute à Kiji qu'elle atteint la perfection. Alors qu'un peu partout dans le pays, après leur prise du pouvoir en 1917, les bolcheviks détruisent les églises, ils décident de protéger les ouvrages en bois de Carélie, témoignage de la créativité prolétarienne. C'est ainsi que les églises de Kiji ont été sauvées. Depuis 1966, les églises font partie d'un musée en plein air de l'architecture en bois. Avec ses 22 dômes recouverts d'écailles en bois de tremble argenté, le chef-d'œuvre de Kiji est sans conteste la cathédrale de la Transfiguration, construite en 1714. Sur l'île de Kiji, il y avait 13 villages entourés de champs. Au début du XVIIIe siècle, la décision fut prise de construire une nouvelle église pour remplacer l'ancienne qui avait brûlé. C'est comme ça que l'église de la Transfiguration est née. Nous ne connaissons malheureusement pas le nom des bâtisseurs de cette église, qui illustre le savoir-faire accumulé au fil des siècles par les charpentiers. Sa conception est à la fois simple et géniale. À première vue, l'ensemble apparaît complexe, compliqué. Mais en réalité, la technique est plutôt simple. L'église a été assemblée sans aucun clou en métal. Pour assembler entre elles les différentes parties de l'église, les artisans utilisaient des tenons, des petites pièces en bois. C'est comme cela que furent assemblées les pièces de bois qui composent les bulbes et leurs supports. Nous
quittons Kyji et reprenons notre route en direction de l'ouest et de Saint-Pétersbourg. Au matin, nous naviguons sur la Svir, une étroite rivière qui serpente au milieu d'un paysage de forêts et de villages aux maisons colorées. Durant l'été, de nombreux bateaux partis de Saint-Pétersbourg se rendent à Kyji. C'est à leur attention que le village de Mandroga est devenu année après année une escale touristique incontournable. À Mandroga, on est bien loin de l'authenticité des villages abordés depuis le départ de Moscou. Mais qu'importe. Pour les passagers, c'est l'occasion de s'offrir une petite promenade bucolique ou de faire un peu de shopping. Chaque maison du village est une boutique ou un atelier artisanal. Pour les marins, la courte escale de Mandroga permet de faire un peu de sport et de retrouver les amis travaillant sur les autres bateaux. Le Tchaïkovski a repris sa navigation. Dans quelques heures, nous arriverons à Saint-Pétersbourg. L'occasion de demander à Tatiana d'évoquer les liens qui unissent la Russie à ses fleuves. L'objectif de ce voyage est de nous permettre de découvrir la Russie de l'intérieur. Nous ne voyons pas la même chose en voyageant par la route. En parcourant les fleuves, nous découvrons des paysages, des villes et des villages vraiment authentiques. Depuis toujours, les hommes ont habité le long des fleuves. C'est là que beaucoup de civilisations sont nées. En Russie, plus que partout ailleurs, les hommes se déplaçaient sur les fleuves. C'était vrai au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Nous avons des boîtes qui sont plus grandes, mais qui sont moins chères que les autres. Ce sont tous les boîtes du papier mâché. Oui. Oui, et le travail à la main, fait de la main. Il y a 300 ans, cet endroit a été recouvert d'une épaisse forêt de conifères s'étalant à l'infini.
Aujourd'hui, la perspective Nevski, la plus célèbre des avenues de Saint-Pétersbourg, vit au rythme d'une métropole de 5 millions d'habitants. Entre ces deux époques, il y a les rêves et les ambitions du tsar Pierre le Grand. Pour les habitants de notre ville, et probablement pour tous les Russes, Pierre Ier n'est pas seulement le fondateur de cette ville sur la Neva, mais c'est surtout l'homme qui a pu élever la Russie au niveau des grands pays d'Europe. Bien sûr, on ne peut pas tout pardonner à Pierre le Grand, ni sa brutalité, ni sa dureté. Mais c'est probablement parce qu'il gouvernait de cette manière que la ville a pu être fondée dans l'endroit a priori peu favorable que constitue l'embouchure de la Neva. C'est en 1703, après avoir repris aux Suédois le contrôle de l'embouchure de la Neva, que Pierre le Grand décide d'y construire sa nouvelle capitale et d'offrir à son empire une fenêtre sur l'Europe. Une première église en bois est construite au centre de la forteresse. 10 ans plus tard, elle est remplacée par l'actuelle basilique Pierre et Paul, le symbole de la ville. Derrière la relative sobriété de la façade, l'intérieur de la basilique épouse dans une étonnante débauche de dorure le style baroque en vogue à l'époque dans toute l'Europe. La basilique devient rapidement une nécropole impériale. Presque tous les tsars et impératrices y sont enterrés, à commencer par Pierre le Grand. En 1998, ils ont été rejoints par Alexandre II, le dernier tsar de Russie fusillé par les bolcheviks en 1918. Pierre le Grand impose à la cour de quitter Moscou pour Saint-Pétersbourg. Les familles les plus riches sont obligées d'y construire leur demeure en pierre. La ville est alors un immense chantier où travaillent paysans, prisonniers et aventuriers. On estime que la folie bâtisseuse du tsar a coûté la vie à plus de 100 000 personnes. À la mort de Pierre le Grand, en 1725, une partie de la cour abandonne la ville. Avec détermination, l'impératrice Élisabeth Ier poursuit l'ouvrage de son père. C'est elle qui lance la construction du palais d'hiver qui illumine aujourd'hui les rives de la Neva. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Catherine II attire de nouveaux habitants en leur offrant certains avantages. Sur les différentes îles reliées entre elles par les canaux et les ponts, fleurissent de nouveaux palais et de nouvelles églises. Son épanouissement se poursuit tout au long du XIXe siècle jusqu'à la Révolution de 1917, qui marque le retour en grâce de Moscou et un certain abandon de la ville, symbole du pouvoir tsariste. Le XVIIIe siècle baroque est sans doute celui qui a le plus contribué à faire de Saint-Pétersbourg l'une des plus belles villes du monde. Elle le doit en partie aux architectes italiens et principalement à Rastrelli, le plus inventif d'entre eux. À l'église Saint-Nicolas des Marins, comme au palais de l'Ermitage, ils ont apporté la couleur qui manque au ciel des bords de la Neva. Mais le chef-d'œuvre de Rastrelli, c'est peut-être le palais d'été de Peterhof, construit sur les bords du golfe de Finlande, à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Loin des palais et des églises qui ont fait la gloire de Saint-Pétersbourg, si l'on veut percer l'âme de cette ville, il faut se promener sur les canaux ou emprunter les ponts. Tout en évoluant au fil des siècles, ils ont conservé leur fantaisie et contribuent au charme et au mystère de cette ville qu'on a surnommée la Venise du Nord.
Quand arrivent les beaux jours, Yaroslava ne résiste pas au plaisir d'y emmener ses élèves. Après tous les longs mois d'hiver passés dans les salles de classe, après les séances de nature morte et les journées de cours dans les classes fermées, les enfants sortent enfin pour travailler en plein air. Et à Saint-Pétersbourg, on n'a aucun problème pour trouver des sujets à peindre. Aujourd'hui, on est venu près du pont des Lions, parce que c'est un endroit qui a inspiré beaucoup d'artistes. Et puis c'est un endroit romantique. Ici planent les légendes de Saint-Pétersbourg. C'est un lieu que l'on retrouve dans la littérature, dans les romans de Dostoïevski. Nous sommes d'ailleurs dans le quartier de Dostoïevski. C'est pour ces raisons que l'on vient peindre ici, qu'on fait des aquarelles, des croquis. Aujourd'hui, on a de la chance avec le temps. Le ciel est très pittoresque. Et sur le fond de ce ciel si vif, si naturel, dans ce décor qui a inspiré tant d'artistes, on étudie, on peint, on prend beaucoup de plaisir. On retrouve dans cette peinture les symboles de la société de Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle. Une bourgeoisie européanisée, les racines paysannes et la présence de l'Église orthodoxe. Après la Révolution de 1917, la Russie entre dans une nouvelle ère. Loin du centre historique, les quartiers populaires ont conservé le souvenir de l'époque où Saint-Pétersbourg s'appelait Leningrad. Avec l'effondrement de l'URSS, la ville a retrouvé son nom tsariste. Mais le prestige de l'armée soviétique demeure intact. Nous sommes un orchestre militaire. Nous jouons bien sûr de la musique russe, mais pas seulement. Notre mission est de représenter notre pays et les forces armées. En premier lieu, nous devons œuvrer pour l'armée. On donne des concerts pour les soldats. On donne des représentations pour qu'ils puissent, durant leur congé, se reposer, écouter de la bonne musique et admirer les danses magnifiques. C'est sur les canaux que s'achève notre séjour en compagnie des habitants de Saint-Pétersbourg. Nous arrivons bientôt sur la Neva qui illumine la voûte céleste des nuits blanches. Nous longeons une dernière fois la silhouette de l'Ermitage et de la basilique Pierre et Paul. Pour les cargos venus de la mer Baltique, Saint-Pétersbourg lève ses ponts et leur ouvre la longue route des fleuves de Russie. Elle va les mener à l'autre bout du pays, jusqu'à la mer Caspienne et à la mer Noire.